messieurs, madame, que ne sait-on pas du sommet de la francophonie? Que ne sait-on pas non plus de la situation qui prévaut dans la partie est du pays? J'aurais bien voulu parler de toutes ces questions avec un journaliste, mais celui que j'ai en face de moi, Jean-Marie Kassamba, a plusieurs casquettes, c'est-à-dire qui se déclinent sous différentes coutures. En tant que chargé de la visibilité du programme de reconstruction du gouvernement, que le gouvernement a initié, comment se déterminer une ligne objective et indépendante quand on est Télé 50? D'abord, moi, je ne suis pas Télé 50. Je suis Jean-Marie Kassamba. Télé 50 est une chaîne de télévision qui fait son travail normal de traitement de l'information. Moi, je suis l'homme qui supervise un certain nombre de choses, dont notamment la visibilité de la révolution de la modernité, qui est la pensée du chef de l'État, et le programme exécuté par le Premier ministre, aujourd'hui avec l'ensemble du gouvernement. Bien entendu, tous les Congolais, y compris Biwan, sont appelés à accompagner cette visibilité pour permettre à notre pays de sortir de son isolement, pour permettre au peuple congolais d'apprendre ce que les gouvernants font, et surtout pour aussi pas se féliciter, mais constater les chemins parcourus jusqu'à aujourd'hui. Mais ça vous oblige à certains moments d'arriver à faire la part des choses entre le journaliste et celui qui s'occupe d'une part communicationnelle du gouvernement et qui est dans une sorte de propagande. Vous faites un peu aussi la propagande. D'abord, le mot propagande, j'aime pas trop. L'homme est multidimensionnel. Tout homme est un acteur dans plusieurs domaines. Vous savez, un père de famille, il est à la fois le responsable de sa famille, mais il est aussi le chef de son épouse, le papa de ses enfants, le chef d'entreprise. Il peut même occuper des fonctions politiques. Tout cela fait de lui un homme multidimensionnel. Moi, depuis que je suis majeur, c'est-à-dire j'ai commencé à avoir des responsabilités, j'ai toujours occupé multiples fonctions, multiples casquettes. Je vous rappelle que lorsque j'étais étudiant, j'étais à la fois étudiant dans le domaine du commerce, mais aussi j'étais journaliste déjà dans les années 80 à Paris. Ensuite, dès que j'ai terminé mes études dans le domaine commercial, j'étais banquier, en même temps journaliste, en même temps consultant. Quand vous étiez étudiant, on vous a fait remarquer que le journalisme, c'est une chose, la communication, c'est autre chose. Exactement. Alors, j'étais en train de vous dire que la déontologie professionnelle en matière journalistique, parce que j'enseigne aussi la déontologie aux étudiants ici à Kinshasa, stipule qu'un journaliste doit faire son travail dans le cadre de ce qui est prévu pour le traitement, la diffusion et la production de l'information. Mais en même temps, ça n'enlève pas au journaliste son caractère citoyen. Moi, lorsque je prends la casquette de directeur général d'une chaîne de télévision à 60% informationnelle, j'ai dit à mes journalistes qu'il faut donner l'information. Seulement l'information. Bonne, mauvaise, il faut la donner. Il faut la traiter et la donner. Lorsqu'il s'agit du coordonnateur de la visibilité de la communication de notre pays, là, je deviens celui qui assure la promotion, pas la propagande, la promotion de ce qui est fait pour que le peuple soit informé. Qu'est-ce que ça de différent avec ce qui se faisait, par exemple, à l'époque où on disait Makanda Kabobi, par exemple? La différence entre Makanda Kabobi et moi, c'est qu'il racontait des choses dans lesquelles il ne croyait pas, d'abord, et qui n'existaient pas. C'était des intellectuels respectables, mais qui avaient à la fois les moyens de leur politique, mais qui n'exécutaient pas des choses qui allaient dans le sens du bien-être de la population. Est-ce que vous vous rendez compte que depuis que le maréchal Mobutu était au pouvoir, on n'avait jamais eu un budget d'1 milliard de dollars? Bon, ça pourra être un débat on nous dans lequel on va le bonheur essayer de incarné. creuser. Oui. Je voudrais vous reprendre ici quand même comme journaliste, comme confrère. Alors je vous
le costume de rédacteur en chef. Je voudrais que vous l'assumiez en ce moment-ci pour nous dire qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la une si vous revenez à vous de diriger la rédaction en ce moment et dire qu'est-ce qu'on va mettre à la une pour notre prochain hebdo. Ou celui-ci, si vous voulez. Il faudrait plutôt mettre la Belgique prend le leadership de la défense des intérêts du Congo. Donc on peut mettre la Belgique en avant toute pour le Congo. Et s'il fallait un deuxième sujet? Ça serait le chef de l'État au front pour la défense des intérêts de la RDC. Il a été à Maputo, il a été à Kampala, là il est à l'intérieur du pays. Donc en avant tout. Il a même donné des instructions à d'autres institutions de faire la même chose. Le premier titre comme le second que vous donnez a un côté un peu plus éditorialisant que toute autre chose. Oui. Mais reprenons le premier. La Belgique prend, vous avez dit? Le leadership. Le leadership, pour la pourquoi? défense. Pourquoi pensez-vous comme ça? Parce qu'on a vu depuis quelque temps, contrairement aux années précédentes, où il y avait une espèce d'ambiguïté, ou même une certaine hostilité vis-à-vis de la RDC par une certaine classe belge, notamment l'ancien ministre à l'époque des Affaires étrangères, de Guut. L'actuel gouvernement, avec en tête celui qui vient le plus souvent chez nous, Didier Reynders, un certain réalisme, un certain pragmatisme dans la manière de traiter les rapports avec la RDC. On constate que ce n'est pas une façon de se racheter de la part de la Belgique, mais une façon de dire il y a eu certes beaucoup d'erreurs et de ratés. La Belgique doit honorer l'histoire, la marche de l'histoire. Ils ont été ici pendant longtemps, ils ont créé un certain nombre de choses. Aujourd'hui, le Congo est en train de s'émanciper au fur et à mesure, mais avec beaucoup de faiblesses. Donc la Belgique prend le leadership pour accompagner cette situation de la RDC. Quand vous dites qu'ils prennent le leadership, c'est-à-dire sur le continent européen, comment ils prennent le leadership? Et les Congolais, le leadership dans ce sens ça, qu'est-ce qu'ils font eux-mêmes, les Congolais? Au sein de la communauté internationale. Parce que vous savez que beaucoup de gens, pour parler du Congo, ils passent toujours par la Belgique. Que ce soit les Américains, le Belge, le Britannique, enfin le Français, le Britannique, le Sud-Africain, quelquefois même le Chinois d'ailleurs, parce qu'ils pensent que la Belgique a une certaine expertise sur le Congo. Mais lorsque vous êtes en divorce, comme c'était le cas à l'époque du maréchal Mobutu, ou en brouille, comme c'était avec Garde de Goutte, etc., les rapports qui sont faits ne sont pas bons. Et moi, je constate, je ne dis pas que c'est la ligne de miel, je dis tout simplement qu'il y a un certain réalisme dans le chef de la classe politique actuelle belge qui accompagne la défense des intérêts de la RDC. Suivez la marche du monde. La priorité pour nous, c'est de condamner la rébellion qui a lieu pour l'instant dans l'Est. C'est aussi de faire en sorte que l'on puisse garantir l'intégrité du territoire du Congo. L'objectif premier, c'est cela, qu'il n'y ait pas d'ingérence en quoi que ce soit sur le territoire congolais. Donc c'est dans cette démarche que nous travaillons. Il faut que les pays voisins, et en particulier le Rwanda, reconnaissent que si, comme ils le disent, ils ne font pas partie du problème, ils apportent maintenant une solution, ils fassent vraiment partie de la solution. Dans ce déplacement, j'aurai des rencontres aussi à Kigali pour aller dans cette même direction. La priorité à court terme, c'est la pacification dans l'Est, et puis ce sera de construire un dialogue entre voisins. Didier Reynders est parti à Kampala, enfin au Rwanda, pardon, à Kigali, avec un message ferme pour dire à Kagame il faut arrêter de continuer à maltraiter les Congolais dans cette quête des minéraux, dans cette quête du territoire du Congo qui ne vous appartient pas. Voilà, Didier Reynders est parti à Kampala après avoir rencontré le président Kabila. Non, à Kigali. À Kigali, comme oui. vous dites, après avoir rencontré le président Kabila Lubumbashi et après avoir rencontré certains officiels congolais au niveau du Parlement. Avant, c'était le contraire, hein, vous savez. Avant, c'était que les officiels belges commençaient par Kigali et revenaient à Kinshasa. Parfois, c'était expéditif, 24 heures, ils partent. Reynders a fait 4 jours ici et il a été cohérent, le précédent voyage et celui-ci, où il dit des choses on ne peut plus claires. Nous ne voulons plus
que cette situation d'instabilité perdure. C'est une très bonne chose, il faut le féliciter. Et quand vous dites que la Belgique prend le leadership, est-ce que ça veut dire autre part que Didier Reynders va à Lubumbashi dire au président Kabila ce qu'il faut faire et il va également à Kigali dire à Kagame ce qu'il faut faire? Bien au contraire, on n'a pas besoin qu'on nous dise ce qu'on doit faire, on sait exactement ce qu'on doit faire. Le chef de l'État gère le Congo. Le partenaire dont la Belgique viennent de découvrir, viennent à disposer, c'est le terme, du point de vue de la RDC sur la situation, de ce que la RDC a comme option. Il accompagne, quand je dis le leadership dans l'accompagnement, ça veut dire ils sont proactifs, mais ils nous dictent rien du tout. Le Congo est souverain, le Congo prend ses responsabilités quand il s'agit de ses intérêts, mais nous n'oublions pas le point de vue des autres lorsqu'ils ont des conseils à nous donner, lorsqu'il y a du lobbying à faire, lorsqu'ils doivent influer sur telle ou telle décision, d'une façon franche. On l'a vu pendant les élections, on l'a vu quand il y a eu ici une situation de certaine confusion post-électorale, on le voit maintenant avec ce qui se passe à l'Est. On salue, mais il faut quand même signaler que les États-Unis s'étaient déjà prononcés bien avant. Le fameux rapport, l'annexe du rapport des experts des Nations Unies, ça a été à un moment donné freiné par certains pays anglo-saxons. Tout de suite, avec la pression, ça a été lâché. Oui, on a l'impression que le Congo, en fait, le Congo est écouté. Mais on commence à faire attention à la manière dont on traite les Congolais. Mais est-ce que quelque part, il faut attendre qu'un vice-premier ministre belge vienne à Kinshasa pour recommander la tenue d'une concertation régionale, par exemple? Non, bien au contraire. Je vous rappelle que dans le point de presse que le président a tenu il n'y a pas longtemps, où il a présenté 3 options. L'option militaire, l'option diplomatique, l'option politique. Le président de l'Assemblée nationale, pour l'option politique, avait accompagner les élus, la société civile au Palais de la Nation, ce qu'on appelait les cadres de concertation. Le Premier ministre a continué dans la même dynamique, mais en même temps, le gouvernement fait son travail. Le ministre Chibanda parcourt le monde pour faire entendre la voix du Congo. C'est ce que vous entendez par option diplomatique? Tout à fait. Et l'option militaire ne veut pas dire? L'option militaire, c'est ce qui se passe au front en ce moment. Nos forces armées, avec les moyens dont on dispose, continuent à défendre l'intégrité du territoire, nonobstant ce que beaucoup pensent de nos faiblesses, d'une certaine déliquescence, bien au contraire. Nous avons des forces armées un peu mieux loties, mais un tout petit peu infectées, pour ne pas dire gangrénées, de quelques brebis galeuses qu'il faut extirper absolument. Et s'il fallait parler de l'option politique en soi, comment peut-on décortiquer la chose? Dans un pays démocratique comme le nôtre, où le président Joseph Kabila a mis des institutions, il est garant de ces institutions, d'après la Constitution, mais en même temps, il a permis à ce que les institutions se succèdent pour une fois, d'une manière démocratique par des élections. Il faut que chacun joue son rôle. La majorité gouverne, l'opposition s'oppose, mais d'une manière républicaine, la société civile participe également. L'option politique consiste à dire qu'il faut écouter les points de vue des uns et des autres. Il faut, à un moment donné, faire passer le message que ce qui nous rassemble, nous, c'est l'intérêt du pays. Ce qui nous rassemble, c'est l'intégrité de notre pays. C'est l'image du Congo. Et là, il n'y a pas matière à se diviser ad vitam aeternam. Il faut, à un moment donné, que la classe politique congolaise discute certainement, chacun en gardant ses positions, mais en cherchant les dénominateurs communs. Il n'y a pas du tout question ici, ni de partage du gâteau, ni de la remise en cause des institutions, moins encore du processus, mais d'une discussion démocratique comme ça peut se faire à l'Assemblée nationale, au Sénat, entre la presse et le pouvoir, entre les ONG et l'ensemble par exemple, les églises. Dans un pays démocratique, c'est comme ça que ça se passe. Et quand vous faites remarquer, par exemple, que la majorité gouverne, tout le monde est à sa place et que l'opposition fait ce qui est de son rôle, tenez-vous quand même compte du fait que nous avons une opposition quand même bigarrée, pour ne pas dire multiforme? Écoutez, on a toujours la classe politique
qu'on mérite. Moi, je constate par ailleurs que si on scrute de près, on ne voit pas vraiment une opposition structurée, avec un budget, un plan de travail, avec un leadership affirmé. Et ça date des années 60, c'est pas seulement maintenant. D'où les divisions, les retournements des cravates et des costumes, etc. Ça, on n'y peut rien. On a une classe politique que le Congo mérite. C'est celle-là. Il faut faire avec. Moi, quand je parlais du dénominateur commun, ça consiste à dire, nonobstant la faiblesse de notre opposition, il faut que les gens, à un moment donné, se posent des vraies questions pour avoir des vraies réponses. Des vraies questions, c'est qu'est-ce que nous recherchons dans notre pays? Et si je vous renvoyais cette question, qu'est-ce que nous recherchons dans notre pays? La paix, l'unité nationale, la reconstruction du pays, avec des institutions stables. Oui, c'est ça que nous recherchons. Pas la tête des individus, parce qu'à un moment donné, on a appris ici, c'est tel ou rien. Ça n'existe nulle part au monde, sauf dans le chef de certaines personnes. Non. Le Congo est éternel. À partir du moment où vous voulez faire de la politique, il faut poser des questions. Est-ce que je fais la politique pour le bien-être de mon pays? Qu'est-ce que je vais laisser pour la postérité comme image? Pas ce qu'on constate. Des gens qui ont été ministres depuis 2001, pendant la transition, même là, la mandature passée, moindre situation, vous retournez votre Kazakh, vous vous retrouvez au Rwanda, vous vous retrouvez en Ouganda, au détriment de votre pays. Est-ce que ce n'est pas le fait d'un malaise interne quand même? Non, ce n'est pas une question. Est-ce que vous avez déjà vu un Français, un Américain, un Chinois, même s'il n'est pas en bon terme avec le gouvernement qui est dans son pays, il va aller chez les voisins pour fomenter un coup d'État ou fomenter une rébellion contre son pays? Bien au contraire. Le débat, il faut le faire à l'intérieur du pays. Si vous voulez faire changer les choses, c'est à l'intérieur. Lorsque vous commencez à comploter avec l'extérieur, c'est condamnable par la Constitution. Ça s'appelle acte de rébellion ou de trahison. Vous n'avez pas fait quand même la rébellion, vous, quand vous avez vécu en France pendant plusieurs années. Ça n'avait rien à voir d'une rébellion. Lorsque je n'étais pas d'accord avec le maréchal Mobutu, je suis allé en exil. Et lorsque j'étais en exil, je ne fomentais pas des coups contre lui. Bien au contraire, j'ai étudié, j'apprenais des choses, je travaillais pour faire changer des choses démocratiquement. Ça veut dire quoi? Par les institutions, par des idées, pas en prenant des armes, pas en parlant du mal de mon pays, pas en fomentant des coups. Oui, puisque vous parlez de ce qui se fait ailleurs et de vous posez la question de savoir est-ce que vous avez déjà vu en Chine ceci, est-ce que vous avez déjà vu en France cela, mais est-ce que vous pouvez dire en tant que journaliste et peut-être de par les sources d'informations que vous avez, où se trouve Diomi Ndongala? Et pourquoi tout ce qui se dit autour de Mbusa Nyamwisi, Roger Lumbala se raconte aujourd'hui? Vous en savez un peu plus? Je vous ai parlé tout à l'heure que nous avons que la classe politique que nous méritons. C'est bis repetita de ce qui s'est passé ici en 1998 ou dans les années 2000. Lorsque les gens arrivent ici avec l'AFDEL, les Rwandais qui étaient avec, le musée Laurent Désiré Kabila leur dit « Écoutez, travaillez pour le bien-être du Congolais ». Ils ne sont pas d'accord, ils retournent les Kazakhs, ils vont à Goma, Lumbala par exemple était à Paris, il va voir les Ougandais pour des portions de terre, rébellion, dialogue intercongolais, ils se retrouvent ici, partagent des gâteaux, oubliant que les temps ont changé, les institutions aussi, ils veulent répéter la même chanson. Vous savez, on dit chasser les naturels, il revient au galop. Mais le naturel, c'est quoi? Les gens qui n'ont pas la culture politique, qui n'ont pas ce qu'on appelle le privilège de l'intérêt général, qui ne regardent que nomination, poche et intérêt personnel. Lorsqu'ils ne se retrouvent pas à court terme, le premier réflexe, c'est de dire quelle est l'option la plus courte, comme on dit en lingala, nzela mukuse ezawapi. Donc, c'est la même chose de M. Lumbala, que je connais très bien, que j'aime bien par ailleurs. C'est la même chose que le ministre Mbusa Nyamwisi, qui doit être élu, que j'aime bien, que je connais par ailleurs. Bon, Diomi Ndongala, c'est un peu plus compliqué encore, parce que
ce qu'on voit, ce qu'on constate, ce qu'on a vu, c'est pas ça la classe politique dont on a envie. J'aurais peut-être voulu que vous repreniez les choses autrement quand vous parliez de la situation qui prévaut dans la partie est du pays, pour que vous essayiez un peu de redessiner les choses à partir de votre vision pour nous dire qu'est-ce qui se joue maintenant. Ce qui se joue maintenant est à voir dans l'histoire, dans l'écheminement de notre pays. Depuis, 1990, lorsque le maréchal Mobutu, contraint, constatant la fin de Ceausescu et le gladnost à l'époque de Gorbatchev, il dit « Je vais être emporté par la fin du communisme, il faut que je prenne des mesures conservatoires, enfin, de survie. » Il fait son discours à l'Ancelé, comprenez mon émotion, etc., croyant qu'il allait encore blouser, comme d'habitude, la classe politique de l'époque, ou le peuple zaïrois de l'époque, en ouvrant d'abord 2 partis, parce que pour lui, c'est un PR plus un parti supplémentaire, mais quand les jours du discours, il a dit « j'ouvre à plusieurs partis ». Parce que, rappelez-vous, une petite parenthèse, que les 13 parlementaires dont Étienne Tshisekedi n'avaient pas demandé le pluralisme politique. Ils avaient demandé le droit des tendances au sein du MPR. Oui, mais ça c'est avant 90. Hein. Oui, mais c'est l'histoire de notre pays. Donc, lorsqu'il libéralise, c'est en quelque sorte le monstre qui dépasse le créateur. Il a été lâché par les États-Unis, qu'il utilisait pour lutter contre le communisme. Et nous, on est entré dans une espèce de jungle politique où la classe politique, enfin, ce que nous avons comme acteurs politiques, se sont maintenant noyés dans cette jungle où on ne savait pas qui avait tort, qui avait raison. Conférence nationale souveraine, en laquelle je ne crois pas, moi, qu'il y ait des décisions fermes, comme ce qui s'est passé au Bénin ou même ici au Congo-Brazzaville, jusqu'à ce que la géopolitique a changé, les États-Unis lâchant l'air pion dont Mobutu voulait reconfigurer l'Afrique des Grands Lacs avec Museveni comme leader positionné et ses élèves comme Kagame, etc. Tout ceci n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, la configuration, et c'est ce qui se joue à l'Est, pour répondre à votre question, c'est le redimensionnement de la région des Grands Lacs. Redimensionnement dans quel sens? Au profit dans de ce qui? sens qu'il faut maintenant donner le leadership à notre pays, la RDC. Comme ça? Non, pas comme ça. On a constaté que Joseph Kabila, ce n'était pas une marionnette. C'est un homme convaincu, avec un plan, avec une vision, qui a l'amour de son pays, qui prend des options fermes pour la reconstruction de ce pays, et qu'il faut faire avec. Qu'il faut tenir compte de ce monsieur et de ce pays. Les multinationales qui passent par le Rwanda, l'Ouganda, etc., pour puiser à l'Est, ils puisent des miettes. Et avec la condamnation de la communauté internationale, les Diamants du sang, les coltans du sang, ils ont la conscience tourmentée. On ne coupe pas l'aide à Kagame par plaisir. Ils ont la conscience tourmentée. Donc, tant qu'à faire, il faut faire avec des gens légitimes, comme Joseph Kabila, qui vient d'être réélu pour diriger ce pays. Donc, il faut redimensionner. C'est pour ça que les gens comme les Lumbala, les autres, qui prennent des mauvaises décisions au mauvais moment, ils se trompent d'époque. Ils n'ont pas compris. J'ai dit, ils se trompent d'époque. À Kigali aussi, ils vont dire, ou à Kampala et ailleurs, là où moi, j'ai des doutes. se redisaient. D'ailleurs, il y a eu des contentieux entre Lumbala et les Rwandais qui fait que, lorsqu'il avait quitté RCD Goma de l'époque, il n'a pas laissé que des amis à Kigali. Je ne sais pas s'il a retrouvé des nouveaux amis là-bas, mais vous savez, l'histoire a parfois une dentelle très dure. Hein. Mais est-ce que vous voulez dire que dans ce redimensionnement, comme vous le faisiez remarquer, que Kigali va se laisser faire comme ça et qui ne vont plus faire prévaloir les problèmes de leur sécurité intérieure? D'abord, la guerre se passe au Congo et ce sont les Congolais qui meurent.
Depuis 1994, il n'y a pas de guerre au Rwanda. On a déplacé les affaires des Rwandais, Hutus, Tutsis, chez nous. Le malheur de Kengo Wadondo, c'est d'avoir ouvert les frontières en tant que Premier ministre. Vous étiez malade, hein? D'avoir ouvert les frontières. Grandement ouvert. Il a laissé entrer troupes avec armes, bagages, moutons et vaches, etc. Avec la bénédiction de la communauté internationale. Il faut, comme disait Mzé, ramener la guerre là où il est venu. Mais ce n'est pas la démarche dans laquelle on se trouve en ce moment-ci. Non, ramener la guerre, ça veut dire qu'il faut que les Rwandais aillent faire leur débat politique chez eux. Les Hutus, les Tutsis, chez eux. Que le Rwanda dise, oui, c'est pour l'intérêt national. Oui, l'intérêt national, c'est au Rwanda, c'est pas au Congo que ça va se jouer. C'est au Rwanda. Oui, mais autre chose qu'on ne fait pas aussi remarquer, c'est que quand la guerre commence en 1996, il y a tous ces pays anglo-saxons qui sont autour de ceux qui vont parrainer la guerre de 1996 qui va venir jusqu'au C'est ce que je vous Congo. expliquais tout à l'heure. Nous étions dans un contexte, avec Bill Clinton à l'époque, de recherche de nouveaux leaderships dans la sous-région. Vous savez, à l'époque, on disait, oui, l'Ouganda, le meilleur élève de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international. Mais on n'a pas vu le développement escompté de l'Ouganda depuis. C'était tout simplement, c'est Museveni, un peu roublard comme ça, avec Kagame, pur produit de la CIA et des États-Unis, pour un certain contrôle de la sous-région. Il y a eu beaucoup de mauvaises idées, pensant que les Rwandais, les Tutsis, tout ça, intelligents, bien organisés, plus que les Bantous et tout ça, ce sont les préceptes même que les Belges avaient développés à l'époque, qui ne sont plus d'actualité, qui ne se vérifient même pas scientifiquement. Et moi, je trouve même dans les chefs de beaucoup de nos compatriotes un certain complexe qui ne s'explique pas. Oh oui, allez au Rwanda, vous allez voir, ils sont bien organisés, tout est carré. Faux. Voilà, il y a comme vous Faux. disiez à un moment non, que... laissez-moi vous dire, c'est très important ce que je suis en train de dire. C'est complexe qui consiste à dire, nous, peuple congolais, plus de 70 millions d'habitants, on est tous des jouisseurs, des gens pas intelligents, pas organisés. C'est criminel. C'est criminel. Et c'est ce qui fait que vous ne donnez plus la confiance à votre population. Vous ne donnez plus confiance à votre leadership, à votre intelligentsia, qui pense que vous êtes nul. Et pendant longtemps, on nous a fait croire qu'on était nuls, ce qui est faux. Aujourd'hui, Joseph Kabila a redonné confiance au peuple congolais. Il lui a redonné sa dignité, une certaine fierté. Vous savez que lorsque moi j'étais en Europe, les gens avaient peur, avaient honte de dire qu'on était zaïrois. C'est le point de vue du journaliste ou c'est le point de vue du communicateur? Du Congolais. Du Congolais. Point à la ligne. Voilà. Congolais. Soucieux de la réhabilitation de l'homme congolais. L'homme congolais a sa place. Nous sommes détenteurs de l'histoire de ces continents. On doit compter avec nous. Il y a ce que le Congolais que vous êtes a compris. Et est-ce qu'il y a quelque chose que le journaliste congolais maintenant devrait comprendre? Oui, le journaliste congolais, si je parle de moi, c'est que je fais toujours le distinguo entre l'information et la communication. L'information, c'est de dire, il vient de se passer telle situation. La communication, c'est d'expliquer à la population, à mon peuple, à notre classe politique. Et de vendre une certaine image, comme vous le faites si bien. Absolument. Une belle image, comme vous le faites. Absolument. Obligé. C'est-à-dire qu'il faut redonner confiance. Ce n'est pas de la propagande gratuite. Ce n'est pas dire à l'image à l'eau de rose, tout est beau, madame la marquise. Non, non, c'est pas ça du tout. Il faut dire, on n'est pas si nul que ça. Écoutez, on est sur un plateau de télévision à Kinshasa. Qu'est-ce que ça a envié à un plateau de télévision à Paris, aux États-Unis d'Amérique, au Japon? Exactement le même matériel, le même type de questionnement. Qui vous a dit qu'on était nul? Faux. On est capable de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui nous admirent dans la sous-région. Mais parfois, ils boudent leur plaisir. Ils disent non, si on les dit qu'ils sont bons, ils vont
Mais quand ils sont dans leur coin, comme ils étaient complexés par notre musique, complexés par notre rayonnement, ils commencent à le devenir maintenant. Moi, je vois des gens qui arrivent à Kinshasa, ils voient les boulevards, ils voient les choses qu'on fait, etc. Mais c'est extraordinaire. Mais dites-le qu'on est extraordinaire, les Congolais. Dites-le. Oui. Mais ce que la presse devrait comprendre, ce que les hommes des médias devraient comprendre, c'est vers ça que je voudrais vous entendre parler. Oui, les hommes Il y a une chose que vous avez compris. Nos amis journalistes et mes collègues journalistes, il faut qu'on sorte de cette culture du congolo-pessimisme, de penser que on gagne en dénigrant son pays. Moi, je vois des gens qui se délectent en disant « Oui, il y a la mauvaise gouvernance. Oui, c'est nul. Ce pays ne se développe pas. C'est n'importe quoi. » Est-ce qu'ils ne le disent pas parce qu'ils estiment qu'il faut corriger quelque part? Ils le disent par fatalisme et par mimétisme. Ça veut dire quoi? Fatalisme parce que on n'avait plus confiance en soi. Les ONG, les organisations de défense des droits de l'homme, avec les quelques miettes qu'on leur donne par les systèmes d'assistance internationale, ces gens-là leur disent, pour qu'on vous donne quelque chose, il faut que vous disiez que chez vous, ça ne va pas. Il faut que vous venez des photos. C'est pour ça que les gens ont ces côtés, cyniques, de montrer la misère, de montrer la mort, de montrer les cadavres. Et ils pensent que les gens vont s'apitoyer de ça. Bien au contraire, ils marchandent la misère des Congolais. Et il y a une certaine presse qui prend plaisir à ça. Parce qu'on lui donne des miettes, il prend plaisir à dénigrer son pays, à dire du mal de son pays, pensant qu'on veut lui donner une médaille, ce qui est faux. Mais ce n'est quand même pas vous qui direz. Je ne connais pas un seul Américain, malgré le chômage en ce moment aux États-Unis, malgré une certaine crise, qui va aller sur CNN ou SNBC dire « Oh, nous les États-Unis, on est nuls. » Il va dire « Oui, les États-Unis, grande puissance. » Mais lui, il y a peut-être dans sa famille 4 ou 5 personnes qui sont au chômage. Bon, comme on dit, comparaison n'est pas raison. Je ne dis pas que chez nous tout est rose. Mais lorsqu'il y a des pans que vous gagnez, par exemple en ce moment avec la stabilité du cadre macroéconomique, avec la reconstruction de notre pays qui commence, avec quand même l'équipement. On est au Congo 50 chaînes de télévision, même si toutes ne sont pas professionnelles, mais 50 chaînes de télé. Dans le pays qui nous environne, il n'y en a même pas 5. Dans quelles conditions? Oui, c'est ce que j'ai dit. Il faut peut-être reconfigurer, mais on en a 50 quand même. Mais vous allez écouter les gens qui vous disent « Oui, mais la liberté de presse au Congo n'est pas garantie. » Et vous leur dites quoi? Je leur dis qu'ils se trompent d'appréciation. Parce que ils ont habité par un certain fatalisme, un certain pessimisme. Je parlais tout à l'heure du pessimisme dans ce sens que lorsqu'on vous enlève l'espoir, vous devenez, vous dites advienne que pourra. Vous savez, il y a une petite phrase du gouverneur Kimbuta que les gens avaient peut-être mal compris. Quand il était à Liboulouman Zengele, à Kinshasa, il regarde et dit ah, vraiment. C'est peut-être qu'il n'a pas dit dans le sens du fatalisme. Il était étonné de voir la situation difficile devant lui. Pas résigné. Pas résigné, voilà le terme. Mais il est repassé 3 mois plus tard. Un terme que moi je mets dans un questionnement. 3 mois plus tard, il n'y avait plus Liboulouman Zengele. Et là, il a eu le courage de faire encore mieux par ailleurs. Il faut le féliciter, par exemple, en ce moment, la ville est en train de commencer à être propre au fur et à mesure. Moi, il y a des trottoirs que je ne savais pas que ça existait à Kinshasa, et ça existe. Ce n'est pas encore assez, c'est un début de quelque chose. Très bien. Très bien, Jean-Marie Kassamba. D'entrée de jeu, au début de ce programme, j'interrogeais, je disais, qu'est-ce qui n'a pas été dit du sommet de la francophonie? Que peut-on en dire en plus aujourd'hui? Voilà la question que je vous pose à vous, en votre qualité de chargé de communication de cette structure. Vous savez, les sommets de la francophonie, c'est une opportunité extraordinaire pour notre pays. Depuis 1992. C'est ce qui se dit. Où on avait créé le fameux massacre de Lubumbashi, qui c'était un prétexte pour les Belges
de couper toute coopération avec Mobutu à l'époque pour l'affaiblir. Et 3 ans plus tard, on l'a fait tomber. Eh bien, une certaine classe politique a surfé sur cela. Et c'est le même qui sont revenus à la charge, malheureusement, et cette fois-ci sans succès, pour vouloir, aller bis repetita, faire ce qu'ils ont fait dans les années 80. Et cette fois-ci, comme le peuple n'est pas dupe, la communauté internationale non plus, ça n'a pas marché. C'est une opportunité. Pourquoi? Parce que nous allons, nous, ici, sur le plan économique, gagner beaucoup. 6 000 personnes à Kinshasa qui vont consommer, qui vont habiter nos hôtels, qui vont acheter les œuvres d'art. Les médias internationaux seront braqués sur nous. Ils vont parler de la RDC, culturellement, économiquement. Et c'est une tribune d'expression. On va évoquer des problèmes liés à l'environnement par rapport à la gouvernance mondiale. Nous sommes le 2e poumon après l'Amazonie. Nous avons la faune, la flore la plus diversifiée. Oui, la francophonie sera, ces sommets du 12 au 14 octobre, une chance incommensurable. On a surfé sur François Hollande, président de la France, fraîchement élu, qui n'avait pas encore posé ses valises, comme si c'était une condition sine qua non. Non. Bon, maintenant que l'on sait qu'il va venir à Kinshasa, puisqu'il recommande à tout le monde Moi, je le savais de s'y faire. Compte tenu de la place de la France au sein de la francophonie. Ah, ça veut donc dire qu'on ne s'était pas préparé à faire les choses même sans lui. Non, on n'a pas dit qu'on doit faire ces choses avec ou sans lui. La francophonie, c'est une communauté de beaucoup de pays. Chaque pays gère son calendrier comme il l'entend. Il y a des chefs d'État. La reine d'Angleterre, qui est à la tête du Canada, vous savez que c'est elle qui est souveraine au Canada, même s'il y a un gouvernement là-bas. Et ce ne sera pas à Kinshasa. Est-ce que ça empêcherait le Premier ministre canadien de venir à Kinshasa? Est-ce que ça empêcherait les sommets de se tenir? Et nous, on ne disait pas que, absolument, François Hollande, il faut qu'il soit... Non, c'est une communauté. Et la France, compte tenu du rôle qu'elle joue au sein de cette communauté, devrait s'acquitter de ses obligations. C'est d'être présent pour faire passer le message, comme l'ensemble des pays francophones qui seront à Kinshasa. Donc là, ça arrête la discussion. Ça tient un peu jusque-là vous faites relever l'aspect communicationnel de la chose. Pendant un certain nombre de gens, il va y avoir des gens qui vont venir de jour, il va y avoir des gens qui vont venir à Kinshasa, ils vont consommer. Oui, mais qu'est-ce qu'on voit de l'après-sommet de Kinshasa? Écoutez, je vous ai dit que c'est une possibilité qu'on va avoir, nous, peuple congolais, de faire passer le message au monde. Toutes ces délégations qui vont être à Kinshasa, des visus parler des problématiques du Congo. Dans la région des Grands Lacs, c'est ce qu'on vit. On va en parler sérieusement. Dans la CEMAC, au sein de l'Union africaine, dans la communauté francophone, vous savez, l'une des préoccupations de la francophonie, c'est aussi la démocratie. La démocratie aujourd'hui, si vous voyez la situation au Gabon, au Togo, au Sénégal, c'est pas le Pérou comme on dit. On va en parler. Mais après la francophonie, il y aura des résolutions sur le plan politique. Il y aura aussi des contacts bilatéraux entre des chefs d'État, entre notre président et le président d'autres pays, entre des ministres. Il y aura des chefs d'entreprise qui vont accompagner chacune des délégations. Ce qui veut dire que non seulement sur le plan économique, on va gagner, mais sur le plan aussi de la visibilité, du lobbying, de l'expression de notre pays dans le Conseil des Nations, oui, c'est une opportunité incommensurable. Donc les gens qui combattaient la francophonie n'avaient rien compris. En faisant par exemple remarquer qu'il y avait un déficit de démocratie ici, en faisant par exemple remarquer qu'il y avait un peu plus besoin d'ouvrir un peu plus la scène politique en préparant autrement les élections, les échéances électorales attendues au pays. Il vient de se passer des élections ici au Congo-Brazzaville, législatives. Le PCT a la majorité absolue. Il s'est passé des législatives au Togo.
le PDG, le Parti démocratique gabonais, a la majorité, allez, plus qu'absolue, parce qu'il n'y a pas d'opposition au Parlement. Ça répond à une logique d'une période très révolue. Oui, mais heureusement. Mais ici, à Kinshasa, il y a un parti politique qui n'était même pas dans les institutions dans la mandature passée, en l'occurrence l'IDPS, est aujourd'hui la deuxième force politique au Parlement, enfin, à l'Assemblée nationale. Il y a plus de 300 partis politiques. Je parlais tout à l'heure de 50 chaînes de télévision. Déficit démocratie entre le Togo, entre le Gabon, entre le Congo-Brazzaville et Kinshasa, c'est à quel niveau? Il suffit seulement de tourner le bouton des médias, radio, télévision, de lire la presse qui est parue ici pour mesurer les degrés de démocratie. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un certain journalisme de congolo-pessimisme, du fatalisme. C'est-à-dire, les gens pensent que plus je dis que ça ne va pas, mieux c'est pour moi. Alors que c'est faux. Constatons seulement les faits. Nous avons un chef de l'État qui ne respecte que les textes. Nous avons un Premier ministre qui fait un effort incommensurable d'appliquer les textes. Les gens ont peur aujourd'hui des contrôles parlementaires. C'est ça la démocratie. Pour parler de ce Premier ministre, vous avez aussi revu les 100 jours de son gouvernement. Tout à fait. Et qu'est-ce que vous en avez tiré comme leçon? Je pense que c'est un très bon début. Un très bon début par rapport déjà à quelques actes ou quelques actions posées par Matata Mponyo, le cadre macroéconomique, la reconstruction du pays, la gestion de la crise. Vous savez que nous avons la guerre à l'Est, mais on dépense pour la guerre, il n'y a pas l'inflation, on ne bouge pas les fondamentaux, on reconstruit le pays en même temps. Et on ne paye pas les travailleurs, on ne paye pas les fonctionnaires. Si, s'il vous plaît, il n'y a pas du tout d'un paiement du style 4 à 5 mois. C'est fini ça au Congo. On paye même les fonctionnaires par la voie bancaire. Il n'y a pas d'arriéré de salaire. Non, il n'y a pas d'arriéré salaire. Et tous les paiements par voie bancaire sont assurés. Non, c'est un processus qui vient à peine de commencer. Ça veut dire qu'il a Même aux États-Unis d'Amérique, lorsque vous commencez un processus, il y a des imperfections, des ratés. Mais alors, il faut donner du temps au temps, 3 mois, 4 mois, pour que la machine soit où il est. Pendant presque 50 ans, on a toujours payé les gens au guichet. Pour une fois, on dit pas à la voie bancaire, vous dites, ça ne marche pas. Alors, donnez le temps au temps. Oui, on comprend très bien, comme dit le Premier ministre, que le développement, c'est un processus cumulatif. Mais à partir de quand le Congolais pourra, par exemple, commencer à dire que, bon, maintenant, au moins, je peux m'assurer 3 repas par jour. Des fois, c'est pris de manière simpliste comme ça, mais c'est du concret, ça. Vous savez, j'écoutais les premiers ministres français, quand on parlait de la notion des 100 jours. Il dit, moi, je ne suis pas nommé pour 100 jours, je suis nommé pour... Pour 5 ans, comme il disait. N'est-ce pas? Hollande, il est élu pour 5 ans, et puis il peut nommer autant de ministres qu'il veut. Mais pour dire que l'amélioration des conditions de vie des populations est fonction du processus de production, de création de richesses. Ça, c'est une valeur mathématique. Et la production, la création de richesses chez nous, ça se fait de quelle manière? Avec 30 millions de dollars aujourd'hui investis dans l'agriculture, avec la distribution des tracteurs, des semences et la gestion du foncier. C'est un processus. Avec une éducation, et regardez par exemple les professeurs d'université, j'en suis un, ont eu des véhicules, commencent à être réhabilités. Le salaire d'un médecin a été revu, mais ce n'est pas seulement des choses ponctuelles, il faut étendre. C'est pour ça que je dis que c'est un processus. On ne peut pas dire, oui, Matata Mponyo vient d'arriver dans 100 jours, il faut qu'il double les salaires des fonctionnaires. C'est illogique. Très bien. Je voudrais qu'on revienne un peu sur vous-même à ce niveau. 5 chantiers, révolution de la modernité. Comment vous faites la part des choses quand vous communiquez?
puisque vous en avez des responsabilités assez établies. Oh, c'est très simple. 5 chantiers, c'était le programme du chef de l'État en 2006. 101 propositions qui sont mises à 5 chantiers. Les fondements de la reconstruction nationale. Il a terminé le premier mandat. Il est reparti voir le même peuple pour dire, nous avons commencé nos chantiers, il faut qu'on consolide, il faut qu'on augmente la cadence, il faut qu'on puisse révolutionner. Ça veut dire quoi? Il faut qu'on transforme radicalement. Si on ne fait pas la guerre comme on est en train de nous perturber à l'Est, pour ne pas nous permettre de travailler correctement, on aurait déjà fait beaucoup de choses. Vous savez, l'argent qu'on dépense pour les munitions, les armes, le solde militaire, etc., c'est l'argent qui doit servir à faire des routes, les écoles, les hôpitaux, payer les fonctionnaires, comme vous le dites. Mais on assume, nous, peuple congolais. Qu'est-ce que nous expliquons au peuple congolais? Oui, Joseph Kabila a commencé avec les 5 chantiers. Aujourd'hui, nous sommes dans la révolution de la modernité, mais c'est la consolidation des 5 chantiers. Révolution de la modernité, révolution pour la modernité. De la modernité, pas pour. Quand on dit pour, c'est un souhait. On dit de là. De là, ça veut dire, oui, elle est là la modernité, il faut qu'on la révolutionne pour nous. Il faut qu'on change radicalement et rapidement. De là, ça ne veut pas dire que la modernité fait sa révolution? Non, du tout, du tout. Ce n'est pas une révolution pour amener la modernité? Ce n'est pas un débat sémantique. Loin de là. Non, ce n'est pas un débat sémantique. Si vous voulez bien, on peut en faire. Mais il ne peut pas y avoir quelques confusions? Il n'y a pas du tout de confusion, c'est bien pensé. Pour la modernité, ça veut dire on s'achemine vers. On aimerait bien. Non, Joseph Kabila est dans l'action. De là. Oui. Il est dans la modernité. Il est en train de révolutionner un processus. Vous savez, ailleurs, il y a des pans. En France, par exemple, dans les années 70, il y avait des appartements où il n'y avait pas d'eau courante. Mais au Congo, ici, il y a des immeubles ultra modernes. On se paye des autoroutes en pleine ville avec la signalisation moderne. Et regardez le plateau ici. Qu'est-ce que ça a envié? C'est ça la révolution de la modernité. On n'a pas besoin de suivre la cadence qu'ont suivi certains pour y arriver. On révolutionne la modernité. Oui. Bientôt, nous allons... le sommet de la francophonie, c'est... du 12 au 14. Du 12 au 14. Oui. Et c'est dans moins de 60 jours maintenant. Dans moins de 42 jours. Dans moins de 42 jours. Oui. Tout est fait prêt. Maintenant. Plus que prêt. Pas encore, plus que prêt. Oui. Le tronçon... Cette semaine, on lance la campagne de communication offensive pour le 14e sommet de la francophonie, avec l'information précise à la presse, avec tous les corps constitués, et il y aura de l'affichage, des spots radio, télévision, des rencontres, etc., pour que le peuple soit informé désormais de la manière dont son sommet va se passer. Combien d'officiels attendus à Kinshasa, comme vous disiez? 6 000. On attend, allez, une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernements et plus de 400 journalistes. On attend 6 000 personnes. Et les 50 chefs d'État arrivent à Kinshasa le même jour? Il y en a qui arrivent la veille pour rester 2 jours. Il y en a qui arrivent même 1 jour avant parce qu'ils aimeraient bien visiter nos richesses, nos sites, etc. Vous savez, hein, moi j'ai parlé avec un chef d'État, j'ai tiré le nom, il dit « Moi, mon rêve, c'est de passer 48 heures à Kinshasa sans le protocole. » Le parking de l'aéroport de Ndjili, il est disposé à... Réhabilité avec la capacité de parquer 35 Airbus, enfin 35 avions présidentiels. C'est en ce moment en train d'être fait, en ce moment. Les dispositions par rapport aux médias, c'est maintenant que vous le faites ou bien vous attendrez au mois d'octobre? On travaille depuis le mois de décembre de l'année dernière pour mettre en place la commission communication et médias avec d'abord la conception de la stratégie de la communication, avec la conception du support, le site internet, tous les processus audiovisuels, c'est-à-dire ce que vous aurez à voir comme émission, comme capsule, enfin je parle en termes techniques, mais tout ce qui devait être fait sur le plan de la communication est fait. On déroule cette semaine. En termes de budget, qu'est-ce que ça représente? C'est pas un tabou.
vous savez, le ministre Tshibanda, lorsqu'il était invité au Parlement pour expliquer la francophonie, il a dit l'État congolais, dans son processus de modernisation, fait un certain nombre de choses sur lesquelles on va s'appuyer pour ces sommets. Mais il y aura un supplément des budgets à l'ordre de 20 millions de dollars dispatchés par commission pour permettre que les choses se fassent un peu plus simplement. La communication va bénéficier, a déjà commencé d'ailleurs à bénéficier d'un petit budget, mais qui va permettre le travail. Pas de problème. Quand on parle du budget, les gens disent toujours bon, le ministre Tshibanda avait dit, le ministre Tshibanda. Mais c'est le ministre de tutelle, président du conseil comité exécutif national. Oui. Et votre responsabilité à vous, elle s'est définie vraiment de quelle manière? Je suis le président de la commission communication et médias qui conçoit, suivant le prérequis, toute la stratégie de communication, c'est-à-dire le message de la RDC, avec mon collègue de la commission scientifique et culturelle, professeur Yoka, qui lui travaille sur tous les textes, la thématique du sommet. Moi, je conçois les supports, je rends visible ce qui est fait et je suis tout ce qui est fait par les journalistes, ceux qui viennent communiquer chez nous. Je pilote le média hôte qui est la RTNC, qui va servir d'intersection entre les sommets et le média au niveau international. Voilà, mon travail, c'est de faire la communication et la gestion des médias pour les sommets. Il y a quelque chose d'assez précis que vous ferez aussi avec les médias privés? Tous les médias, publics, privés, tous les médias. C'est pour ça que la conférence que j'organise cette semaine, c'est pour d'abord expliquer la démarche, les critériums pour les accréditations. Je sais que dans le chef de mes collègues journalistes, ils se posent la question qui sera accrédité, comment, dans quelles conditions. Non, on va se baser essentiellement sur le prérequis. Dans chaque sommet, il y a le prérequis, c'est-à-dire les critériums. Qui est-ce qu'on doit accréditer, pour faire quel travail, qu'est-ce qu'on attend de lui. Et c'est ce que je vais expliquer. Et je vais contacter l'ensemble des responsables de médias ici au Congo, à l'étranger, pour accréditer ceux qui sont habilités à être journalistes. Pas voilà. tout le monde. Je ne vais pas vous demander le scoop, mais qui allez-vous accréditer? Mais je viens de le dire, professionnel. Professionnel. Point. Et par rapport à ceux qui veulent venir de l'extérieur, vous avez déjà... Il y a déjà les accréditations qui précis. se font par le site internet déjà, on a déjà commencé à enregistrer, mais ce sont des journalistes qui sont checkés pour une partie qui travaille avec l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, pour d'autres qui s'inscrivent en ligne, qu'on check sur base du critérium du prérequis. Et si quelqu'un entre dans le moule, il n'y a pas de souci, il sera accrédité. Si ce n'est pas le cas, on sera obligé de dire, monsieur, vous ne pouvez pas remplir les conditions pour devenir journaliste accrédité au sommet. Est-ce que vous ça se fait dire... dans tous les sommets, hein, ce n'est pas moi qui crée ça. Est-ce que si vous pouvez nous dire, conviction de Jean-Marie Kassamba, que rien ne viendra perturber le sommet de la francophonie? Oh, vous savez, les gens qui ont toujours voulu du mal du Congo, ils ont toujours échoué, depuis longtemps. Le Congo, c'est un pays béni, nonobstant les complots et les cabales. Un événement comme la francophonie, je ne vois pas en quoi vous voulez en vouloir du mal. Si ce n'est pas l'être humain qui va vous punir, même le mal de nos ancêtres, vous allez vous réveiller avec un pied cassé. Pourquoi? Je ne sais pas. Non, il ne faut pas être sorcier à ce point. Très bien. Il faut aimer le Congo, c'est très important. Très bien. Dites-nous à présent, Jean-Marie Kassamba, ce que vous n'avez pas encore dit sur Télé 50 ou sur d'autres médias et que vous pensez devoir dire ici et maintenant à entre guillemets. Oh, écoutez, moi j'ai beaucoup d'admiration pour les médias et surtout pour Biwan. Pour la première fois que j'échange comme ça des visus avec un journaliste de votre qualité. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Moi, je parle avec mon cœur. Je ne recherche pas mes phrases. Il faut seulement que les gens sortent des on-dit, de la rumeur, de cette culture divinatoire. Il faut poser des questions, on vous donne des réponses. Et moi, quand on me pose des questions, je réponds. J'estime qu'on a la chance immense d'avoir un pays comme le nôtre. Et quand on a des responsabilités, il faut les assumer simplement, mais avec conviction. Très bien. Ce qui s'est dit,
sera retenu comme commentaire et analyse de Jean-Marie Kassamba au cours de cette 6e édition de Entre guillemets de B1. Et à ce niveau, nous fermons les guillemets. Monsieur, madame, à dimanche prochain. Merci.